Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui, je pense, touche tout le monde, la transmission. À partir d'un certain âge, on se pose évidemment cette question. Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Qu'est-ce qu'on transmettra? Qu'est-ce qu'on ne réussira pas à transmettre? Et je vais essayer de le faire en discutant avec vous à partir d'un point de vue qui est évidemment différent puisque nous n'avons pas la même expérience. On n'a pas la même expérience, mais j'ai quand même croisé beaucoup d'entre vous au cours de ma vie professionnelle, qu'il s'agisse dans le domaine culturel, je pense en particulier à Michel-Édouard Leclerc, qui est très impliqué dans ce domaine, ou dans le domaine humanitaire, avec notamment un partenariat qu'on avait noué depuis très longtemps avec Action contre la faim, avec Système U. Et là, je voudrais juste commencer par une petite anecdote, parce que j'ai beaucoup entendu parler de valeurs, j'ai entendu parler d'implication, et avec Système U, on a eu l'occasion de voir ce que ça pouvait vouloir dire. Nous avions démarré un partenariat avec Système U sur un mode, j'allais dire, un peu désincarné. Vous savez, il s'agissait d'avoir des points de fidélité qui étaient remis à une association humanitaire pour lui permettre d'agir. Cette association humanitaire, c'est Action contre la faim, qui travaille surtout dans les situations d'urgence, de crise, de famine. Et puis un jour, Système U nous a dit « Mais nous, on voudrait impliquer nos clients. » On a dit « Si vous voulez. » On a dit « Oui, mais on voudrait les impliquer vraiment. » On a dit « Mais qu'est-ce que vous entendez par là ?»« On voudrait qu'ils aillent sur le terrain. » Ah, si vous voulez, mais enfin, vous savez, c'est pas Nouvelles Frontières, vous savez, Alors, je dis, non, vous allez voir, ça va se faire quand même. Et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont organisé un concours. Alors, ça s'est passé dans un magasin. Je ne me souviens plus dans quelle région c'était. Il y a un monsieur qui faisait ses courses avec son caddie. Il est passé à la caisse. On lui a dit, monsieur, vous avez gagné. Ah, il a dit, c'est formidable. Vous avez, oui, vous avez gagné un voyage. Ah bon? Au Libéria, qui était à ce moment-là en pleine guerre civile. Alors, il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, ma chérie, on a gagné un voyage, c'est merveilleux. Mais c'est au Libéria. Et évidemment, il y a eu un petit peu de flottement, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et alors, je ne vous dis pas que c'est un modèle d'action que je propose pour l'ensemble des partenaires du commerce associé, mais le fait est que nous avons emmené dans ce pays, deux personnes, là c'était pas le couple, c'était deux gagnants, qui sont allés sur place voir ce que nous faisions et qui sont revenus en étant absolument, évidemment, conquis. Bon, on avait assuré leur sécurité, on les a pas fait courir sous les balles quand même, hein. Mais quand ils sont rentrés, c'était les héros de leur région. Ils sont passés dans toutes les télés, les journaux régionaux, etc. Et on s'est dit, ils sont quand même gonflés. Ils sont quand même gonflés chez Système U parce que la notion d'implication, à ce point-là, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça fonctionne. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais enfin, cet épisode m'est toujours resté en mémoire parce que c'était pour moi l'exemple type qui nous a fait comprendre que le partenariat avec des entreprises comme les vôtres, ce n'était pas un partenariat ordinaire, que la notion coopérative, que la notion de commerce associé, que la notion de proximité était tout à fait concrète et pouvait aller très loin. Alors, évidemment, on n'est pas obligé, encore une fois, de la décliner comme ça. Moi, évidemment, c'est quelque chose qui m'est très cher parce que c'est cette notion de transmission, parce que je trouve que j'ai reçu des valeurs très fortes et que je les ai finalement transformées avec le temps. C'est-à-dire qu'à la fois, j'en étais l'héritier et en même temps, je les ai relues, je les ai reconstruites. Et je pense que c'est quelque chose qui doit tous nous interroger, c'est cette question de savoir à travers la transmission quel est le degré de conditionnement que la transmission nous offre. On nous transmet des choses, mais je suis persuadé que ces valeurs qu'on nous transmet, elles n'ont pas de sens si nous ne les recréons pas. Je vais donner un exemple à travers mon propre parcours. Moi, j'ai hérité de la médecine. Ça a l'air un peu... voilà, j'étais élevé par mes grands-parents et mon grand-père était médecin. Et je n'avais pas sous les yeux d'autres exemples de
métier. C'était dans une ville de province, Bourges pour ne pas le nommer, après la guerre. Une ville qui n'avait pas bougé depuis le Moyen-Âge pratiquement, puisque tous les édiles à Bourges avaient refusé le progrès. Quand le train était venu, on avait dit non, mettez pas ça là, c'est dégueulasse. Alors il fallait prendre une Micheline pour venir à Bourges. Quand Michelin a voulu s'installer, c'est pareil, ils l'ont mis à l'extérieur. Donc la ville n'avait pas bougé. Et quand j'étais enfant, on tournait des films historiques dans ma rue, parce que vous pouvez mettre Marie-Antoinette au milieu sans rien changer. Ça n'avait pas bougé. Donc, je n'avais pas beaucoup d'exemples de carrière professionnelle, si ce n'est la médecine. Et la médecine, c'était mon grand-père, c'est-à-dire un homme âgé qui avait fait lui-même ses études, au fond, qui était né au 19e siècle, qui avait fait ses études au début du 20e siècle. Et pour moi, la médecine, c'était quoi? C'était deux choses. C'était les humanités. On appelait ça à l'époque les humanités. C'est-à-dire que pour être médecin, on apprenait le grec, le latin, c'était une branche de la culture. D'ailleurs, Rabelais était devenu médecin uniquement parce qu'il avait une culture humaniste large et qu'on lui avait donc donné ce diplôme qui procédait au fond de cette maîtrise des humanités. C'était donc une dimension, je dirais, littéraire, culturelle, profonde en tout cas. Et puis la deuxième chose, c'était l'engagement. Pour moi, la médecine, c'était l'engagement. Mon grand-père avait toujours été très engagé comme médecin. Ma grand-mère m'avait offert une sorte de petite bourse comme ça en cuir, et dedans il y avait un pistolet. Elle m'avait dit, c'est un pistolet à chien. Ton grand-père prenait ce pistolet pour faire ses visites, parce que les chiens lui couraient après. Ouais, dans les campagnes, ils tiraient dessus. Bon, je ne dis pas que c'est une forme d'engagement très massif. Aujourd'hui, quand on prend un pistolet pour faire ses visites, dans certains quartiers, c'est pas pour tirer sur les chiens, mais enfin, bref. En tout cas, il y avait une dimension de proximité par rapport aux gens. Voilà, les médecins vivaient avec les autres. Ils étaient souvent payés avec des poulets, avec des œufs. Et puis, il y avait évidemment les guerres dans lesquelles ils étaient sollicités en première ligne. Pendant la guerre de 14, mon grand-père s'était retrouvé voilà, dans des ambulances de front où il avait été blessé. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est retrouvé carrément à travers un réseau de résistance, puisqu'on était sur la ligne de démarcation, déporté pendant 2 ans. Donc il y avait cette dimension forte d'engagement. Et pour moi, la médecine, c'était ça. Les valeurs, puisqu'on parle de valeurs, et la transmission, ce qui m'a été transmis, c'était ça. Et au fond, le reste, bon, les aspects techniques n'avaient pas beaucoup d'importance. Il faut reconnaître qu'à l'époque, il y avait très très peu de moyens pour agir, pour transformer le cours de la maladie. Au fond, la médecine, c'était l'art de prédire l'avenir du patient et de s'attribuer éventuellement les mérites d'une guérison, plus que de la provoquer. Quand j'ai fait mes études, à partir de ce socle, évidemment, ce que j'ai trouvé, ce n'était pas ça du tout. Moi, j'ai trouvé une médecine qui avait complètement changé, qui était devenue une science. Bon, tant mieux. Quand je suis malade, je préfère aller voir un scientifique qu'un poète, à vrai dire. Mais enfin, je ne retrouvais rien, ni de la littérature, ni de l'engagement. Et la médecine était devenue très spécialisée, très parcellisée, surtout la médecine hospitalière. J'ai essayé quand même de garder une petite dimension littéraire. J'ai fait mes études, notamment j'ai passé l'internat en apprenant les maladies un peu comme des tragédies. Vous savez, c'était encore possible. Il y avait encore de belles descriptions cliniques. On disait le coup de tonnerre dans un ciel serein. Vous savez, c'était la péritonite. C'est pas mal. On nous disait l'embolie de la femme, la jeune accouchée. Cette femme se lève, pousse un cri et meurt. C'est pas mal. Enfin, pour nous, hein, bien sûr. Il y avait il y a le cancer du testicule avec l'augmentation du volume de la glande. On disait, après une période de légitime fierté, cet homme s'inquiète et consulte, etc. Bon. Il y avait une dimension littéraire, mais enfin, elle était réduite. Et il était clair qu'il fallait la chercher ailleurs. Alors, évidemment, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Et puis l'engagement, encore une fois, il fallait... alors là, le chercher beaucoup plus loin. Mais j'ai eu de la chance parce que, au fond, vous savez, les militaires sont des gens très organisés, mais parfois ils se trompent. Et moi, quand j'ai fait mon service, on m'a envoyé, j'avais demandé la neurologie, c'était ma discipline, et puis on m'a envoyé dans une maternité. Voilà. Alors j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire, ce qui n'est évidemment pas
classique, mais c'était à Sousse. Et là, je dois dire que, puisqu'on parle de valeur et de transmission, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire que tout à coup, au fond, tout ce qu'on m'avait appris dans le cadre de mes études de médecine, toutes ces maladies différentes que j'avais appris à différencier sur un être humain global, finalement, au fond, l'être humain pour moi était le même partout, et puis c'était les maladies qui étaient différentes. Et tout à coup, là-bas, la perspective a changé. Je me suis rendu compte que les maladies, au fond, étaient les mêmes partout, et que ce qui changeait, c'était l'homme, c'était l'être humain, c'était le socle, c'était le patient. Et j'ai commencé à m'intéresser dans cette Tunisie rurale où j'avais été envoyé à cette dimension culturelle de la médecine. Et j'ai voulu continuer. En rentrant, il se trouvait que la France était en pleine transformation dans ce domaine, puisque c'était la création des Médecins sans frontières, des organisations caritatives nouvelles. Médecins sans frontières, c'était grand comme la moitié de cette scène. Hein. C'était un petit groupe de médecins. On faisait absolument tout. On répondait aux lettres, on faisait les missions, on balayait par terre. Enfin, on balayait pas beaucoup d'ailleurs, c'était plutôt dégueulasse. Enfin, bref. Et bon, c'était c'était à nous. Et on avait entre les mains, finalement, un outil nouveau qui nous a permis justement de transcender un petit peu cette transmission qui nous avait été faite de la médecine et de la porter sur un terrain nouveau et sous une forme nouvelle. Et ça a été cette extraordinaire aventure, parce qu'en peu de temps, il s'est passé 15 ans entre cette phase de démarrage où on était un groupe de copains, finalement, dans 2 petites pièces rue Crozatier, dans le faubourg Saint-Antoine, et puis le prix Nobel de la paix. Ça a été extrêmement vite. Ça a été vite parce que nous avons créé un outil, parce que nous l'avons développé, parce que le monde aussi était favorable au développement de ce type d'activité, puisque c'était la guerre froide. Aucune force organisée, encore moins aucune armée, évidemment, ne pouvait circuler ou porter secours dans les terrains complexes de la guerre froide. Et donc, les organisations privées, caritatives, évidemment, avaient un boulevard. Donc, nous avons créé complètement cette activité et il a fallu comprendre ce que nous faisions. Ça n'était pas la Croix-Rouge, c'était autre chose. Ça n'était pas les Nations Unies, c'était autre chose. Mais quoi ? On ne comprenait pas très bien ce que nous faisions. On ne comprenait pas très bien quel outil nous avions créé. Il fallait essayer de le définir. Bon, alors chacun a fait son choix. Bon, certains sont devenus des hommes politiques. Bon, moi, je me suis intéressé plus à la dimension justement politique, mais sous l'angle de la compréhension des choses. Je suis allé voir à Sciences Po s'ils voulaient bien de moi, puisqu'en général, vous savez, dans chaque promotion, il y a toujours un pompier, un séminariste, un médecin, enfin bref, par charité. Et moi, ils m'ont pris. Et pendant 2 années, j'ai essayé de voir si je pouvais, grâce à eux, comprendre un petit peu ce que nous faisions. À l'époque, en réalité, personne ne s'intéressait beaucoup à ça. Et c'est nous qui avons dû, en réalité, créer pratiquement la théorie de notre pratique. C'est-à-dire, voilà, c'est là que j'ai commencé à écrire pour essayer, là encore, de transmettre. C'est-à-dire que ce que nous faisions, ce que nous voyions sur ces différents terrains d'action, quand on partait dans les camps de réfugiés, dans des situations de guerre, de conflit, etc., qu'est-ce que nous faisions et comment faire en sorte que celui qui partira après nous ne parte pas de zéro, mais parte avec un acquis, parte avec quelque chose qu'on lui transmet, une expérience qu'on lui transmet. Moi, j'ai commencé à écrire comme ça des essais sur l'action humanitaire, sur les questions de développement, etc. Mais bon, c'était d'une forme littéraire assez sèche, hein, c'est-à-dire c'était une description. Puis comme après j'ai fait des cours à Sciences Po, j'avais des étudiants qui desséchaient ça encore plus. Vous savez, pour faire plaisir aux profs, ils faisaient des topos, 2 parties, 2 sous-parties. Vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai écrit, quoi. Moi, j'ai envie de transmettre autre chose. J'ai envie de transmettre des émotions, des paysages, des rencontres, des situations, des affects. Et finalement, je me suis assez vite rendu compte que la seule manière de transmettre précisément, c'était une forme littéraire beaucoup plus complète. Et que cette forme, c'est la forme romanesque. C'est la seule qui puisse
contenir de la vie suffisamment dans son ambiguïté, dans sa richesse, dans sa couleur, pour que l'expérience, en effet, passe de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Alors, écrire des romans, c'est pas évident pour un médecin qui a toujours été, qui s'est toujours considéré un peu comme un manuel, etc. C'est pas évident. Alors moi, j'ai été encore servi par les circonstances, là, parce que j'avais travaillé dans un cabinet ministériel, et puis on m'avait demandé ce que je voulais faire en sortant, et j'avais demandé à partir comme conseiller de coopération pour voir l'aspect public de la coopération. Je connaissais bien les ONG, donc on m'a nommé conseiller de coopération au Kenya. Et l'ambassadeur, alors que j'étais nommé, s'y est opposé en disant « je ne veux pas d'un médecin, et surtout un médecin qui a une formation psychiatrique ». Et quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, j'ai compris pourquoi. Et donc il m'a dit non. Il a dit non. Et alors il me restait 3. Alors on m'a dit vous choisissez autre chose, mais sauf que tout le monde avait déjà choisi. Il me restait 3 postes possibles. Il restait le Khartoum où j'étais allé très souvent dans un cadre humanitaire. Il restait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous voyez, Port Moresby. Alors je suis allé au Quai d'Orsay, j'ai demandé ce qu'il fallait apprendre pour se préparer à ce poste. Alors on m'a dit faut que vous appreniez le papou. J'ai dit bon. Et puis éventuellement un sport de combat, ce serait intéressant parce que les Papous n'aiment pas beaucoup les Français et le samedi soir, quand ils ont bu, ils en attrapent un, ils le rossent. J'ai dit écoutez, je vais réfléchir. Et finalement, j'ai choisi le 3e poste et je suis parti au Brésil, à Recife, où là, j'ai eu effectivement beaucoup de... Je ne connaissais pas le pays, mais beaucoup de satisfaction. Beaucoup de temps aussi, parce que je suis arrivé dans un poste où mon prédécesseur était un garçon très brillant, c'était un normalien, philosophe, qui n'avait jamais passé l'agrégation parce que les épreuves étaient trop tôt le matin, et qui fumait beaucoup, un peu de tout, vous voyez, Et donc le Quai d'Orsay, qui gère très bien son personnel, venait de le nommer à Katmandou. Et quand je suis arrivé, le poste était évidemment dans un état qui me permettait d'avoir beaucoup de temps. Et c'est là que j'ai pu commencer à écrire des romans. Voilà. Donc je les dois essentiellement au ministère des Affaires étrangères. On a les sponsors, évidemment, qu'on peut. Donc j'ai commencé comme ça. Et puisqu'on parle de la transmission, je dirais que quand on se frotte à cette forme d'expression qui est la forme romanesque, on est tout de suite conduit à s'interroger justement sur cette question du passage de l'émotion. Comment faire passer son expérience et son émotion. Moi, je reçois beaucoup, je ne suis pas éditeur, mais comme auteur, on m'envoie souvent des manuscrits de gens qui ont vécu des choses extraordinaires, des aventures extraordinaires, des expériences humaines extraordinaires, et puis ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il n'en sort rien, la lecture, la transmission ne se fait pas, c'est-à-dire que quelque chose ne passe pas. Et c'est tout l'enjeu de cette dimension littéraire, c'est d'arriver à communiquer et à faire passer ces émotions, à les transmettre à travers l'écrit. Moi, j'ai beaucoup cherché, et j'ai été très handicapé d'ailleurs par ma formation médicale, parce que nous sommes, je crois, tous les médecins, très influencés par ce serment d'Hippocrate que nous prêtons à la fin de nos études médicales. Ce serment d'Hippocrate qui n'a l'air de rien et qu'on prête comme ça un peu à la va-vite, souvent entre deux portes, il nous fait dire quand même une chose très puissante, très forte et qui reste en nous. Il nous fait dire « Vous ne révélerez jamais ce que vous aurez vu en entrant dans les maisons ». C'est-à-dire que tout ce qu'on nous livre de confidence, d'intimité, nous devons le garder parce qu'il y a le secret professionnel. Et si on nous fait cette confiance de nous livrer cette intimité des êtres et des situations humaines, c'est en échange de cette promesse que nous ne les livrerons pas. Donc quand vous passez au stade de l'écriture, évidemment, vous êtes très handicapé par ce serment, vous êtes très handicapé par cette difficulté à traduire directement des choses que vous avez vues.
Et c'est pour ça que finalement, en cherchant un peu, j'ai essayé de trouver la bonne distance pour contourner cet obstacle. Et je l'ai trouvé pour mes premiers livres à travers une expression qui se situe dans l'histoire dans le passé, si vous voulez. Pour un exemple, quand j'étais à Recife, j'étais sous les ordres d'un consul avec lequel les relations étaient, dirons-nous, difficiles. Vous voyez, caractériellement difficiles. Et je n'aurais pas pu, évidemment, dire des choses désagréables sur ce consul. Bon, ça m'aurait paru indiscret. En revanche, quand j'ai choisi d'écrire mon premier roman qui s'appelait L'Abyssin, qui se déroulait au XVIIe siècle, et où il y avait le personnage d'un consul au Caire au XVIIe siècle, alors là, voyez-vous, bon, et il y a eu droit. Et j'ai pu décrire un consul avec énormément de détails et d'une façon relativement convaincante. Donc, cette distance permet, me permet, en tout cas moi, je dois dire, ça a été comme ça. C'est comme ça que j'ai trouvé la possibilité, disons, d'exprimer des choses très personnelles, une expérience très directe de la vie, au fond, à travers tout ce que j'ai pu vivre dans ces différentes missions, notamment que j'ai accomplies, et en même temps en le faisant d'une manière qui soit j'allais dire, neutralisée par la distance historique. Voilà. Et l'autre chose, c'est que je crois que pour la transmission, puisque nous parlons de ça, et la transmission littéraire, il y a aussi une notion très importante qui est celle d'enthousiasme, qui est celle de force, de positivité, si je puis dire. Il y a un livre qui m'a beaucoup influencé, qui sont les mémoires du librettiste de Mozart, qui s'appelle Lorenzo da Ponte, qui a écrit ses mémoires et qui décrit au fond le héros mozartien à travers sa propre histoire. Depuis un certain nombre d'années, depuis le romantisme peut-être, mais ça s'est beaucoup aggravé, nous avons des héros littéraires qui sont des héros accablés et accablants souvent, avec une sorte de poids sur eux, de poids de l'existence et du drame de l'existence, qui est un peu décourageant. Et c'est assez amusant de voir que quand on revient à des périodes de l'histoire un peu plus anciennes, notamment pendant cette période mozartienne, ce XVIIIe siècle est extraordinairement, au fond, à la fois profond et léger, on trouve des héros qui sont animés d'une espèce de force qui fait que même à travers des obstacles de la vie, même à travers des épreuves, des tragédies, des choses vraiment dramatiques, ils gardent cette espèce d'enthousiasme et de force. Et Lorenzo da Ponte, par exemple, il raconte à un moment donné, il est avec sa jeune femme, je crois que c'est en Hollande, ils ont fait la fête, ils ont claqué tout leur pognon, ils n'ont plus rien, et dans la cheminée, il y a une bûche, et quand elle sera consumée, ils auront froid, il y a un quignon de pain sur la table, quand ils l'auront mangé, il n'y aura plus rien. Bon, imaginez-vous, le héros contemporain, je veux dire, vous voyez, là, on n'en pourrait plus. Eux, pas du tout. Ils se mettent au lit, ils s'embrassent, et ils disent, on a eu une vie merveilleuse. Et ils se remémorent tous les bals et toutes les merveilleuses choses qu'ils ont vécues. Et puis ils disent, tant pis, c'est fini, c'est comme ça. Puis comme on est au XVIIIe siècle, quelqu'un frappe à la porte, on leur doit une bourse d'or et la vie repart, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de force. Et moi, je me suis dit toujours, si je prends ce temps pour transmettre, pour écrire, pour faire avoir cette activité assez difficile finalement et assez solitaire qui est l'écriture, c'est pour être heureux. Ça n'est pas pour avoir un surcroît de malheur comme j'ai pu en connaître quand même dans mon premier métier. Et j'ai choisi ça. Et finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir et de chance parce qu'au fond, sans être nécessairement soutenu, ni tellement par la presse, ni rien, j'ai des lecteurs qui lisent mes livres et qui se les offrent parce que ça leur a fait du bien, voilà, souvent. Et le succès de mes livres est venu de là. Et c'est drôle parce que quand j'ai publié le premier, j'avais repris la médecine. Parce que je ne savais pas du tout comment ça se passerait. J'avais travaillé dans un autre cabinet ministériel. J'avais repris une activité à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et donc, vous savez, j'ai publié ce livre sans trop y croire. Alors, je faisais mes visites le matin avec les internes, les externes, tout ça. Puis je sortais toujours le dernier de la chambre du patient parce que le médecin est quand même...
savez, c'est comme le capitaine du navire, il sort, enfin, sauf en Italie, il sort le dernier. Et le malade vous appelle, et alors le malade me disait, docteur, est-ce que... Alors je croyais qu'il voulait une ordonnance. Maintenant, ils ouvraient la table de nuit, ils sortaient mon livre, et puis ils me le faisaient dédicacer. Et tout d'un coup, il y avait un changement de plan, et je me disais, au fond, voilà, il faut choisir. Alors j'ai choisi, personnellement, effectivement, de continuer dans cette voie. J'ai eu beaucoup de chance, les prix, etc., etc., mais toujours avec cette idée de transmettre. Et je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, je pourrais vivre uniquement de mes livres, mais j'ai toujours besoin de garder la vie à côté, parce que je pense qu'au fond, la seule justification de la littérature, c'est de transmettre quelque chose, c'est de transmettre la vie, et que si vous ne vivez plus, vous ne pouvez pas nourrir votre œuvre. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple contraire. Il se trouve que quand j'ai été élu à l'Académie, j'ai succédé donc à Henri Troyat, et j'ai dû faire son éloge, et j'ai cherché, enfin, c'était très compliqué de faire l'éloge de Troyat, parce que justement Troyat, en apparence, est une exception à ça. Troyat n'a rien vécu, au fond, dans sa vie adulte. J'ai cherché, pas de voyage, pas de sport, pas de maîtresse, enfin rien. Enfin, je veux dire, rien de notable, rien de... Bon, il se levait, il se mettait debout, quoique cette légende comme quoi il écrivait debout est relativement partielle, parce qu'il s'est quand même assis assez rapidement, et il écrivait. Et je me disais, mais d'où ça vient? Comment peut-on nourrir une œuvre aussi vaste, aussi riche, aussi diversifiée, sans vivre, sans avoir... Et il vivait vraiment pas, c'est-à-dire qu'il était dans une sorte de cocon comme ça. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'au fond, Troyat n'était pas une exception. Troyat, il a vécu sa vie avant 20 ans. Il a vécu sa vie, d'abord, il y a la vie de sa famille, ces Tcherkesses arméniens qui sont venus à Moscou, etc. À 6 ans, la révolution russe, l'émigration, une vie incroyablement mouvementée. Il en prend plein la figure, il reçoit tout ça en pleine figure. Il ne peut pas comprendre tout ça. C'est-à-dire que le monde est si vaste et si riche, si agité, si violent qu'un enfant ne peut pas le comprendre. Et il emmagasine tout ça. Pendant longtemps, d'ailleurs, il n'écrira pas là-dessus. Il va écrire là-dessus qu'avant la guerre de 40, quand il aura peur de nouveau de devoir émigrer, il va se souvenir de ce passé russe. Et il a en lui cette source qui vient d'une vie, si je puis dire, avant la vie. Une vie avant son âge adulte qu'il a emmagasinée, qui est très très puissante et qui va donner cette source. Donc il n'y a pas pour moi d'exception. Je pense qu'on ne transmet que ce qu'on a vécu ou que ce dont on a été le témoin. Et pour ça, il faut continuer de vivre. Et c'est pour ça que j'ai accepté souvent des défis comme celui d'être ambassadeur pendant ces 3 années au Sénégal, ce qui a été à la fois passionnant, en même temps très difficile, et surtout très difficile à rendre compatible avec le maintien d'une création littéraire, parce qu'évidemment, diriger une de ces très grandes ambassades, très difficile et très lourde, dans un pays qui continue de nous être, même si c'est un petit pays, mais enfin c'est une ambassade régionale, c'est évidemment difficile. Mais je l'ai fait parce qu'il me semblait nécessaire de garder la vie pour nourrir tout ce que je pourrais continuer d'écrire. Et enfin, je terminerai avec ça. J'ai eu donc cette chance d'être élu à l'Académie. Ça s'est d'ailleurs fait d'une façon un peu curieuse. J'étais ambassadeur à l'époque au Sénégal, et Hélène Carrère-Dancos m'a téléphoné. Je suis venu à Paris, et elle m'a reçu quai Conti dans l'appartement du secrétaire perpétuel. Donc nous avons passé 1h30 à discuter sur ces petites chaises Louis XVI, vous savez qu'il y a dans tous les bâtiments publics, parce qu'on a coupé la tête de Louis XVI, mais je ne sais pas pourquoi, tout est Louis XVI, enfin, Bref, et là on est très mal assis sur ces trucs-là. Et c'était en hiver, et puis moi j'arrivais d'un pays chaud, et pendant 1h30, elle m'a dit, vous comprenez, il nous faut des gens jeunes, des gens en bonne santé, etc. Alors moi j'entendais ça évidemment avec bonheur. Et puis au moment de me lever, un lumbago terrible m'a cloué dans mon fauteuil Louis XVI. Et je suis ressorti pratiquement à 4 pattes,
et en sueur en me disant de toute façon c'est foutu, ils veulent des gens en bonne santé, ils ne prendront jamais quelqu'un dans cet état-là. Et finalement, les choses ne se sont pas déroulées comme ça et j'ai eu l'immense honneur d'entrer dans cette compagnie. Cette compagnie, puisqu'on parle de transmission, il n'y a pas d'exemple plus ancien dans la République et même dans la nation, puisqu'elle a commencé bien avant la République, d'une institution dédiée à la transmission. Je crois que nous ne sommes dédiés qu'à la transmission. Notre rôle, Claude Lévi-Strauss disait que nous étions une tribu de vieux mâles. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que c'est quand même mixte maintenant, mais enfin, une tribu de vieux mâles qui campent au bord de la Seine depuis 4 siècles, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté presque éternel. Depuis 1634, nous sommes là, avec ces traditions, et nous les faisons vivre. Nous les faisons vivre en actes, c'est-à-dire avec un certain nombre de cérémonies, de réceptions, dont une va avoir lieu jeudi prochain, après-demain, qui sera particulièrement belle, et avec des prix aussi, puisque grâce aux fondations dont nous disposons, nous soutenons la création sous toutes ses formes, la francophonie aussi, bien entendu. Donc, c'est une sorte d'incarnation de la transmission, cette maison. Et elle donne justement matière à réfléchir à cette transmission. Cette transmission, elle est à la fois héritée, elle est très forte. Au début, quand on entre là, on est écrasé par cette omniprésence des grands génies qui nous ont précédés. Après, on se détend, on se dit, il y a eu aussi ce que Jules Renard appelait le commun des immortels, c'est-à-dire des gens peut-être moins brillants. En tout cas, voilà, on fait ce qu'on peut, mais cette tradition ne repose que sur nous. Nous ne pouvons pas nous contenter de la perpétuer en la reproduisant. Nous devons la recréer, nous devons l'adapter au monde d'aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que cette compagnie, en se renouvelant, ressemble à la société qu'elle reflète. Et donc, d'une façon générale, et je crois que ça vaut pour nous tous et pour vous tous, la transmission n'est pas quelque chose de passif, c'est une création, c'est un défi, c'est un avenir. Merci à tous. Merci. Restez quelques instants. Alors, dans l'évocation qui nous anime depuis ce matin autour de ce thème de la transmission, de ce mot de la transmission, on avait évoqué la transmission du savoir, la transmission de l'expertise, on avait évoqué la transmission du patrimoine au sens de l'actif, on avait évoqué la transmission au sens des valeurs qui sont en quelque part le reflet de l'identité. Et en fait, ce qui nous manquait, et vous nous l'avez apporté, c'est la transmission de l'émotion. Et vous avez expliqué que la création, en l'occurrence la création littéraire, était le support de cette transmission de l'émotion. Effectivement, c'était l'une des facettes qui nous manquait de la transmission. Avant que vous alliez sur l'exemple d'Henri Troyat, je me posais cette question pour savoir effectivement est-ce qu'il faut avoir vécu quelque chose pour transmettre. Alors, vous y avez répondu, mais en fait, vous y avez répondu en disant on n'est pas obligé d'avoir conscientisé, le mot n'est pas très joli, avoir pris conscience de ce qu'on a vécu pour être capable malgré tout de le transmettre. Parce que si j'ai bien compris votre éloge d'Henri Troyat, il n'avait pas forcément eu toute la conscience de ce qu'il avait ensuite transmis. Est-ce que j'ai compris le sens qu'il fallait voir dans l'éloge que vous avez réévoqué ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas nécessaire d'avoir compris, mais je pense que le meilleur moyen de comprendre, c'est de transmettre. C'est-à-dire que c'est en écrivant, par exemple, ou en faisant un film, ou en faisant, enfin, quel que soit le mode d'expression ou une toile pour les peintres dans l'art graphique, mais c'est l'acte de création qui explicite une expérience. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout que sinon c'est un acte qui devient intellectuel. S'il s'agit de dire voilà ce que j'ai compris et je vais le traduire en mots, ben c'est autre chose. C'est une démonstration. Ça n'est plus une création. En réalité, la création elle est très largement inconsciente et c'est d'ailleurs tout ce qui fait sa difficulté. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment les choses vont se terminer. On ne sait jamais. J'ai un ami américain qui écrit Thomas Harris, qui écrit vous savez, Le silence des agneaux, etc., que j'ai la chance de voir assez souvent, mais qui ne donne jamais d'interview, et qui n'aime pas ça. Mais quand je lui demande où t'en es de ton bouquin, il me dit toujours il est mort dans mes bras. Bon, celui-là, il est mort dans mes bras. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre
de projets qui effectivement ne vivent pas parce qu'on n'arrive pas à les faire vivre, parce qu'ils n'arrivent pas à... Bon, il y a aussi des personnages comme ça qui disparaissent. C'est Patrick Rambaud qui raconte ça à propos de son roman La Bataille. Vous savez qu'il y avait le Goncourt. Il a écrit une suite et il dit dans le premier tome, donc qui s'appelait La Bataille, il dit il y avait un personnage que j'aimais bien, je voulais m'en servir dans la suite. Et puis cet imbécile est tombé de cheval et il s'est tué. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont qu'on ne maîtrise pas complètement. Et effectivement, la découverte, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier, si je puis dire, c'est on découvre les choses à mesure qu'on les crée ou qu'on les recrée. Alors, puisqu'il faut avoir vécu au moins pour transmettre, et notamment sous cette forme littéraire, j'en déduis que le romanesque, derrière le romanesque, il n'y a jamais 100% de fiction, alors par principe. Non, alors ça c'est très compliqué, justement. On a 2 heures. Hein. Oui. Non, je plaisante. Oui, je plaisante. Non, parce qu'en même temps, si vous voulez, il y a tout un courant qui se développe en ce moment, enfin qui se développe et qui meurt d'ailleurs, parce que c'est un courant qui a eu son heure de gloire il y a quelques années, mais qui commence à s'essouffler, qui était celui de l'autofiction, dans lequel les gens racontent directement leur vie ou celle de leurs voisins, puisque vous avez vu que Christine Angot vient d'être condamnée parce qu'elle a raconté l'histoire de l'ex-petite amie de son copain actuel. Bon, bref. Donc on est là dans la transcription souvent presque directe de l'expérience vécue par soi-même ou par quelqu'un d'autre. Moi, à mon sens, ça n'est pas la création. C'est-à-dire, c'est une forme peut-être même de voyeurisme, je ne sais pas. En tout cas, ça a été un courant littéraire, ça ne l'est plus. Après, il y a la fiction pure. La fiction pure n'est jamais totalement découplée de l'expérience. Et il y a un auteur comme ça dont on mesure enfin la valeur, qui est Simenon, qui a eu enfin une reconnaissance depuis, notamment, qui est publié dans la Pléiade depuis quelques années. Simenon, qui a été longtemps méprisé parce que justement il faisait des romans qui avaient l'air d'être raconter des petites histoires. En France, il y a toujours un peu ce mépris à propos des raconteurs d'histoires. Hein. Mais on se rend compte, et la biographie de Pierre Assouline sur Simenon le montre très bien, que toutes les histoires de Simenon sont nourries d'éléments biographiques et autobiographiques extrêmement précis. Et qu'en réalité, il a même parlé à propos de l'œuvre de Simenon d'une autobiographie éclatée, c'est-à-dire ce serait comme un miroir qui serait tombé et qui aurait laissé comme ça des petits éclats dans chacune de ses œuvres. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça, et je pense qu'il faut toujours, évidemment, chercher. Alors, on n'est pas obligé de le faire, c'est-à-dire qu'on peut prendre un récit pour ce qu'il est, sans du tout s'intéresser à la personnalité de l'auteur. Mais quand on gratte, quand on cherche, quand on essaie de recoller les deux, on trouve toujours des ponts, nécessairement. On n'a jamais autant transmis que dans l'époque. C'est une lecture que l'on peut avoir. Il y a des tas d'outils de transmission, que ce soit tenir des blogs, tweeter, que ce soit publier sous toutes ces formes, auto-publier. On voit de plus en plus, effectivement, de personnes qui écrivent pour elles-mêmes. Est-ce que c'est de la transmission, ça aussi ? Et c'est toute la complication de l'affaire. C'est-à-dire que, notamment en ce moment, avec le livre numérique, par exemple, il y a une vraie, à la fois interrogation et inquiétude. Alors, est-ce que l'éditeur va disparaître au profit du livre numérique? C'est pas seulement une question de support ou de circuit de vente. Ça tient aussi à la possibilité qu'ont certains auteurs maintenant de publier directement sur ce livre numérique, aidés en ça par les grandes plateformes comme Amazon qui rêvent de supprimer l'éditeur et d'être en fait une sorte d'interface directe entre le lecteur et l'auteur. Sauf que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand vous mettez, si vous n'avez aucune œuvre, si personne ne vous connaît, si vous n'avez aucun soutien, aucun article dans la presse, etc., que vous mettez votre œuvre sur Amazon directement, ça n'est pas une transmission parce que personne ne va vous lire. Donc, vous voulez... Oui, transmettre suppose un émetteur et un récepteur, en fait. Hein. Oui, mais c'est même plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, alors,
là-dessus, si vous voulez, pourquoi un livre, à un moment donné, va déclencher un succès. Ouais, bon, le dernier que je viens de publier, c'est qui est sur Compostelle, qui est numéro 1 des ventes partout, qui est un très grand succès de librairie, vraiment, on est très étonné. Il est paru il y a un mois et vraiment, ça marche très 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 bien. Pourquoi ? Alors même que la librairie est un petit peu en souffrance en ce moment, on n'en sait rien. C'est-à-dire que il y a une alchimie entre le lecteur, l'éditeur qui fait quand même un certain travail, la presse. Vous voyez, prise individuellement, la presse n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que ne pas avoir de papier dans tel ou tel journal, ou même avoir un mauvais papier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça participe d'un ensemble. Moi, quand j'ai eu le prix Goncourt, c'était pour Rouge Brésil, j'ai fait le tour de France, j'ai participé à énormément de réunions un peu partout, et j'ai rencontré vraiment une France qui lit, une France de clubs de lecture, des gens qui se passent les bouquins les uns aux autres, des médiathèques, etc. Bon. Et je me suis rendu compte à quel point ces circuits étaient complexes. C'est-à-dire qu'il y a les circuits commerciaux, l'offre, effectivement, les libraires indépendants, grandes chaînes, etc. Et puis, il y a tout un autre espace qui est propre et qui est assez découplé d'ailleurs de la notoriété. Aujourd'hui, les écrivains, à quelques exceptions près, comme Jean d'Ormesson, quelques-uns, sont finalement assez peu connus. Hein. C'est pas à moi qu'on va demander de chanter Optique 2000, heureusement. On faisait peut-être pour une chaîne de parapluie éventuellement. Mais en fait, les écrivains ne sont plus, dans leur immense majorité, des figures médiatiques. Et pourtant, le livre reste très vivant. Donc, il reste vivant par d'autres canaux qui reste mystérieux. Et moi, je ne sais pas quel sera ce métier dans 10 ans. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, enfin de vos entreprises, se sont fortement investis dans le domaine culturel. Hein. Je parlais des centres culturels Leclerc tout à l'heure, par exemple, mais il y en a d'autres. Et au début, c'était mal vécu. Puis finalement, maintenant, au contraire, c'est très important parce que ça a placé, la culture et l'offre culturelle dans des réseaux qui sont des réseaux de plus grande proximité par rapport à une clientèle qui ne viendrait pas forcément dans une librairie indépendante de centre-ville. Donc voilà, tout ça est très compliqué et moi je suis incapable de dire en effet par où exactement ça passe et surtout ce que ça deviendra dans l'avenir proche. Et pour terminer, je reviens sur les débuts de votre intervention. Vous avez dit tout homme a à s'interroger sur la transmission, ce qu'il va transmettre et ce qu'il ne transmettra pas. C'est un choix de ne pas transmettre. Il y a une forme d'autocensure. Il faut savoir mettre de côté. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre là-dedans ? Non, mais c'est un échec, c'est-à-dire que c'est un échec, enfin, où il y a aussi des choses qu'on n'a pas souhaité transmettre, peut-être. Bon, par exemple, si je veux, alors, très personnellement, mais par exemple, aucun de mes enfants ne sera médecin. Bon, alors, ils pourront se rattraper, ils pourront être malades, enfin, c'est bon, mais je veux dire qu'ils ne seront pas médecins. Ils seront clients, donc. Il y a peut-être 1 sur 3 lit des romans, maintenant ça aussi, peut-être que ça changera, j'en sais rien. Mais quand j'y pense, je me dis que c'est probablement un échec de ne pas avoir su transmettre plus ce goût aux autres de mes enfants. Inversement, je viens d'une famille très divisée, très, très morcelée, qui a connu beaucoup de fractures, si je puis dire. Et moi-même, j'ai plutôt une famille, assez soudée, etc. Donc finalement, je n'ai pas transmis ce virus de la bagarre, de la déstructuration et d'une certaine forme d'égoïsme qui avait pu courir dans la famille. Donc voilà, on fait ce bilan et puis de toute façon ça ne sert à rien parce que les choses sont jouées. Voilà. Mais il y a des choses qu'on n'a pas pu transmettre et qu'on regrette de ne pas avoir transmises, c'est certain. Mais bon, la vie n'est pas terminée. Il y a encore du temps.
Merci à vous, merci Jean-Christophe Ruffin.